À l'Équateur, le président de l'Assemblée provinciale a été déchu au cours d'une plénière organisée en date du 20 avril dernier. Au sujet de la lutte contre la criminalité, le Conseil a été informé de l'audience foraine du tribunal militaire de garnison de la Gombe qui s'est tenue les jeudis 23 avril 2026 dans la commune de Warumbu, au cours de laquelle ont comparu les présumés criminels auteurs du braquage du 9 avril 2026 à Kinshasa. En vue de relancer le centre des appels d'urgence de la police nationale congolaise, il a été évoqué la mise à disposition et la remise officielle, mercredi 22 avril 2026, de 3 numéros verts afin de renforcer le traditionnel numéro 112. Ces dispositifs de proximité attendent d'être activés de manière conséquente pour son opérationnalisation urgente. Par ailleurs, le vice-premier ministre a donné suite à la décision prise lors de la 17e réunion du Conseil de ministres du 11 octobre 2024 sur la problématique de l'identification des éleveurs mororo. Le rapport présenté détaille les activités menées, les décisions administratives pour faciliter le travail préliminaire, les préalables ainsi qu'un avant-projet de loi portant code du pastoralisme et des transhumances frontalières en République démocratique du Congo pour combler le vide légal. Après avoir passé en revue les quelques cas de sinistres et catastrophes déplorés, à travers certaines provinces rassurant des mesures prises pour y faire face, il a terminé par brosser la situation aux frontières. Toujours sur ces points sécuritaires, il a été complété par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, qui a quant à lui brossé la situation opérationnelle et sécuritaire en revenant spécifiquement sur la situation dans les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu, des l'Ituri, ainsi que dans la périphérie de la ville-province de Kinshasa. Il a rassuré que les forces armées poursuivent avec leur détermination leur mission de défendre la patrie et nos populations contre les attaques coordonnées de la coalition RDF-M23 sur tous les fronts. Suite aux pertes considérables subies au cours des derniers affrontements, la coalition ennemie procède au renforcement de ses troupes par les recrutements forcés des mineurs dans plusieurs agglomérations sous son occupation. De l'autre côté, les attaques terroristes ADF-ISCAP dans leur extension dans le Haut-Uélé et la Chopo ont été systématiquement repoussées grâce au renforcement des FARDC en hommes et en matériel dans les triangles compris entre les territoires de Mambasa en Ituri, Wamba dans le Haut-Uélé et Bafasende dans la Chopo. En ce qui concerne le mouvement insurrectionnel Bakata Katanga et ses alliés, l'opération de leur neutralisation se poursuit normalement dans l'espace Grand Katanga, nonobstant leurs attaques isolées contre les positions de nos forces. Un point a été également fait sur l'évolution de la situation sécuritaire dans les triangles Congo central, ville de Kinshasa et Grand Bandundu. Le ministre délégué aux anciens combattants qui suit spécifiquement cette question a fait les points sur les avancées enregistrées. Évolution de la situation récente sur le marché d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, le gouverneur de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique qui demeure globalement stable malgré des légères tensions inflationnistes et une évolution contrastée du marché d'échange. Au 17 avril 2026, l'inflation hebdomadaire s'est établie à 0,24% en légère accélération par rapport à 0,17% la semaine précédente. En glissement annuel, elle s'est située à 2,36% en nette baisse par rapport à 10,18% un an plus tôt et demeure largement inférieure à la cible de moyen terme de 7%. Entre-temps, les taux de change du franc congolais s'est fixé à 2306,14 francs congolais pour $1 américain à l'indicatif et à 2318,13 francs congolais sur le marché parallèle au 16 avril dernier. Par rapport à la semaine précédente, la monnaie nationale s'est dépréciée de 0,23% à l'indicatif et de 0,04% au parallèle. En rythme hebdomadaire,
les cours mondiaux des principaux produits de base intéressant l'économie congolaise, cuivre, or, cobalt, se sont globalement bien comportés. Par ailleurs, les membres du Conseil ont aussi été informés de l'assouplissement modéré du taux directeur de 1,5%, passant de 15% à 13,5% décidé lors de la réunion du comité de politique monétaire du 9 avril 2026. La Banque centrale du Congo poursuit une gestion active de la liquidité bancaire appuyée par un renforcement de la coordination avec la politique budgétaire en vue de consolider la stabilité macroéconomique. Elle assure également le maintien d'une politique de change prudente et proactive visant à contenir les pressions sur les marchés d'échange et à préserver la stabilité du taux de change. Pour conclure, les gouverneurs de la Banque centrale du Congo a salué l'émission par les gouvernements du premier eurobond congolais qui marque une avancée considérable pour notre pays, non pas parce qu'on a réussi à accéder au marché financier, mais parce que cela traduit la stabilité de notre marché et l'efficacité de notre stratégie économique. Situation épidémiologique en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a présenté la situation sanitaire dans le pays caractérisée spécialement par l'épidémie de choléra. Comparé à la semaine précédente, la tendance à la 15e semaine est marquée par une baisse des cas, passant de 968 à 915 avec 4 décès enregistrés, soit une létalité de 0,4% contre 1,5% la semaine précédente. Cette tendance est observée à Kinshasa, dans le Haut-Katanga, le Tanganyika et le Olomami, la province du Nord Kivu étant la plus touchée au cours de cette semaine avec 215 nouveaux cas suspects et un décès. Concernant la ville-province de Kinshasa, la tendance est à la baisse avec 33 nouveaux cas suspects, aucun décès durant cette semaine contre 36 cas et 2 décès à la 14e semaine. Par ailleurs, 10 malades actifs sont actuellement pris en charge dans les centres de traitement du choléra à Kinshasa contre 16 la semaine précédente. S'agissant spécifiquement de la situation dans la prison de Mbanzangung au 17 avril, le cumul des cas est resté à 160 dont 13 décès. Tous les 4 pavillons de la prison ont été touchés. Toutefois, après 16 jours d'accalmie, sans notification de nouveaux cas suspects, une résurgence de l'épidémie est observée depuis le 18 avril avec 8 nouveaux cas, portant ainsi le cumul à 168 cas. Note d'information relevant du secteur de sport. Au nom du ministre de Sport en mission, la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine a présenté une note d'information relative à la préparation de l'équipe nationale, les Léopards A, à la Coupe du Monde FIFA 2026. À cet effet, les grandes lignes du calendrier des préparatifs techniques et protocolaires ont été évoquées et les lieux ainsi que les équipes choisies pour les matchs apicaux ont été identifiés. Revenant sur les inquiétudes liées à l'indisponibilité de billets ou sur le coût élevé de ces tickets d'accès proposés par les revendeurs, elle a précisé que la FIFA a ouvert un accès sur son portail de vente à la RDC à travers le portail de la Fédération congolaise de football association. Pour notre premier match de groupe face au Portugal, prévu le 17 juin 2026 à Houston, au Texas, près de 5000 billets ont été mis à la disposition de supporters congolais. Les conditions et précisions pour l'achat de ces tickets au grand public seront communiquées sur le portail de la FECOFA. Sur un autre volet, la ministre de la Culture a, au nom du ministre de Sport, salué la synergie qui se dégage entre son ministère, celui de la Culture, de la Communication ainsi que du Tourisme. Cette entente vise une meilleure présentation de notre pays sous plusieurs aspects et divers secteurs au cours de la Coupe du Monde 2026. Enfin, au sujet du déplacement de supporters et animateurs, elle a fait le point de la réunion tenue par le ministère de Sport en présence de la vice-ministre des Affaires étrangères avec les chargés d'affaires de l'ambassade des États-Unis et du Canada. Note d'information relevant de l'économie nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a informé les conseils des résultats du 3e forum économique entre la République démocratique du Congo et la République d'Angola, placé sous les thèmes intégration sous-régionale et développement du commerce transfrontalier.
lancé par la Première ministre chef du gouvernement. Les travaux de ce forum ont réuni 400 participants et ont permis de dégager des constants structurants suivants. Les échanges bilatéraux restent majoritairement marqués par une informalité élevée, la fraude persistante et des contraintes administratives et financières importantes. Cette situation limite la captation des recettes publiques, fragilise les opérateurs formels et freine l'exploitation du potentiel économique de la zone frontalière. À l'inverse, le potentiel de coopération est considérable, notamment à travers les corridors dits le Lobito, identifiés comme leviers stratégiques des désenclavements et d'exportation pour la RDC, la coopération énergétique avec l'Angola, susceptible d'atténuer rapidement les déficits énergétiques nationaux, l'intégration financière essentielle à la formalisation des échanges, les développements de l'économie bleue porteurs d'opportunités en matière de sécurité alimentaire et de diversification des exportations. En marge des travaux, la partie angolaise a transmis un projet de nouvel accord commercial destiné à remplacer celui de 2021. Son examen n'a pas pu intervenir durant le forum en raison des délais courts et de l'ampleur des engagements nouveaux proposés nécessitant une analyse plus approfondie. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a brossé les recommandations qui ont été formulées par les participants pour opérationnaliser de manière optimale notre coopération économique bilatérale. Note d'information relevant du secteur des affaires sociales. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, a fait le point sur la situation humanitaire en République démocratique du Congo au cours de la semaine du 12 au 18 avril 2026. En effet, plusieurs alertes ont été enregistrées, notamment les mouvements des populations, les inondations, les vents violents ainsi que les naufrages. Au sujet du mouvement des populations, elle a évoqué les déplacements d'environ 350 ménages à Niemba et 1800 à Muyombo, dans la province du Tanganyika, suite au conflit intercommunautaire entre les communautés Twa et Bantou qui ont affecté deux axes majeurs. L'enregistrement de 68 287 personnes déplacées internes à Bafouassende dans la province de la Chopo, fouillant les atrocités des milices Codeco, dont quelques-uns se dirigent vers la ville de Kisangani, s'ajoutant sur les 4 380 personnes déplacées enregistrées une semaine plus tôt, fuyant les actes de violence extrêmes perpétrés par les terroristes ADF. Les déplacements d'environ 12 700 personnes à Pueto et de 460 personnes à Mitwaba, dans la province du Haut-Katanga, suite aux violences perpétrées par les milices Bakata-Katanga. Par ailleurs, 205 ménages ont été enregistrés à Lubumbashi, fouillant les exactions des forces négatives des agresseurs rwandais et leurs supplétifs de l'AFC M23 opérant dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. En ce qui concerne les inondations, il a fait état de la destruction de nombreux champs de culture vivrières et de plusieurs habitations endommagées dans les territoires de Sangui, en province de la Chopo. S'agissant de vents violents, ceux-ci ont affecté les localités Nkosso 1 et Nkosso 2 dans la province de l'Équateur, laissant 522 familles sans abri, 4 écoles primaires, une école secondaire, 3 églises et un centre de santé ont été détruits. Quant au naufrage, plusieurs accidents fluviaux ont été enregistrés, notamment dans les provinces du Kassai et du Tanganyika. L'accident intervenu dans la rivière Louvois a fait 17 morts, 4 rescapés et plusieurs disparus, et celui d'une pirogue motorisée entre les villages Libundui et Mutakuya dans la province du Tanganyika a causé 36 décès confirmés et 56 rescapés. La ministre d'État, ministre des Affaires sociales, a terminé son intervention en évoquant les mesures arrêtées par le gouvernement en vue de répondre à ces urgences humanitaires. Note d'information relevant du secteur de l'éducation nationale. La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, a informé le Conseil de l'organisation du segment politique de haut niveau sur les financements durables de l'éducation et de la formation du 28 au 30 mai 2026 à Kinshasa. Ces assises s'inscrivent dans une séquence stratégique majeure pour les secteurs, marquée notamment par l'achèvement du cycle de mise en œuvre de sa stratégie sectorielle de l'éducation et des formations 2016-2025.
la revue du pacte de partenariat, cadre de coordination entre le gouvernement et les partenaires du secteur pour la transformation du système éducatif, ainsi que la préparation de la stratégie sectorielle intérimaire de l'éducation et de la formation 2026-2030. À cet fait, les segments politiques de haut niveau constituera le cadre de concertation et d'arbitrage destiné à examiner les conditions du financement durable de l'éducation et de la formation dans une approche intersectorielle couvrant l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et universitaire, la formation professionnelle, ainsi que l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Il devra notamment permettre de renforcer la cohérence entre les réformes en cours, les priorités nationales et les perspectives de planification sectorielle à moyen terme, tout en soutenant la préparation des options stratégiques nécessaires et en favorisant la mobilisation de partenariats stratégiques et nationaux et internationaux en faveur du capital humain. Note d'information relevant du secteur de la formation professionnelle. Le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle, a présenté au Conseil le programme Infrastructure Talent. Il a souligné que les 10 programmes visent à développer les compétences spécifiques dans les domaines particuliers des infrastructures de transport où la main-d'œuvre qualifiée est en pleine décadence pour le développement économique et surtout dans la protection des investissements importants. Aussi vise-t-il à apporter une réponse au profil de haut niveau et de l'ensemble des métiers nécessaires au bon fonctionnement des infrastructures de transport, ingénieurs spécialisés, gestionnaires des infrastructures, experts en logistique, professionnels en conduite complexe, techniciens qualifiés, opérateurs d'équipement, conducteurs d'engins, transporteurs, conducteurs de poids lourds, cheminots, grutiers et tant d'autres. Les programmes reposent sur une architecture intégrée, articulée autour de 4 sous-programmes correspondant aux principaux segments du système de transport national, à savoir Port Talent dédié aux métiers du secteur portuaire et de la logistique maritime, Rail Talent consacré au développement des compétences dans les secteurs ferroviaires, Road Talent orienté vers les métiers des infrastructures routières, Airport Talent organisé sur les compétences aéroportuaires et aéronautiques. Le programme fondé sur une pédagogie orientée vers l'employabilité sera déployé sur une période de 2 ans avec 2 cohortes successives comprenant les segments visés des bénéficiaires. L'accompagnement du gouvernement a été sollicité et obtenu à cet effet. Note d'information relevant du secteur de la communication et des médias. Le ministre de la Communication et Médias a informé le Conseil de la célébration de la 33e journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « Façonner un avenir de paix ». Cette célébration en République démocratique du Congo tient compte des conclusions de la réunion des organisations professionnelles des médias tenue à Kinshasa le 7 avril 2026 et en convenu de structurer une réponse concertée du secteur face aux enjeux sécuritaires et informationnels actuels. Elle s'inscrit également dans les prolongements de la réunion technique du 14 avril 2026 ayant associé les conseils supérieurs de l'audiovisuel de la communication ainsi que les services de la présidence, au cours de laquelle a été adopté les formats d'activités proposés par les organisations professionnelles de médias en vue d'une organisation concertée et inclusive. Ainsi, la première phase de cette journée sera consacrée au forum sur l'engagement des médias pour la paix et la cohésion nationale. Elle aura pour finalité l'adoption et la signature par les professionnels des médias d'un acte d'engagement pour un journalisme responsable en période de guerre, orienté vers la paix, la cohésion nationale et la défense de la vérité. Cela permettra la réaffirmation de principes éthiques, déontologiques et patriotiques qui encadrent l'exercice du métier de journalisme en période de conflit et de guerre informationnelle. La deuxième phase constituera en la célébration de la journée officielle proprement dite qui sera faite le 4 mai 2026 et non le 3 mai tombant un dimanche et sera marquée notamment par la présentation de la situation de la sécurité des journalistes dans l'Est du pays, l'état des lieux de la mise en œuvre des recommandations
issu des États généraux de la communication des médias de janvier 2022, la présentation solennelle de l'acte d'engagement de journalistes dans les cas du front médiatique et la décoration par la chancellerie des ordres nationaux des journalistes ayant rendu d'éminents services à la nation. Le point crucial de cette célébration sera marqué par une organisation avec la présence du président de la République, chef de l'État. Note d'information relevant du secteur du tourisme. Le ministre du Tourisme a présenté au Conseil la note sur l'organisation de l'ambassade mobile éphémère du tourisme sportif et culturel de la République démocratique du Congo pendant la Coupe du monde de football. Il s'agit d'un dispositif itinérant et multifonctionnel qui accompagnera la participation de notre équipe à travers une présence structurée et visible dans les villes hôtes où un quartier général sera établi. Il aura pour mission principale de servir de point de rencontre pour les supporters congolais et promouvoir les potentialités touristiques, culturelles et économiques de la RDC, offrir une vitrine du savoir-faire national, assurer un centre d'information et d'assistance consulaire pour les ressortissants. Ainsi, au-delà de l'aspect sportif, ces projets s'inscrivent dans une stratégie globale d'influence visant à mobiliser le sport comme levier de diplomatie culturelle, économique et sociale. Il permettra aussi de renforcer les liens avec la diaspora et les communautés locales tout en générant des retombées durables en termes d'image, d'investissement et de cohésion nationale. Dernière note d'information présentée au Conseil des ministres de ce jour, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté au Conseil la note d'information relative à la déclaration historique du 17 mars 2026 de la 24e session de l'Assemblée générale des Nations unies sur la qualification de la traite et de l'esclavage racialisé des Africains en crimes graves contre l'humanité et les mesures de restitution des restes humains. Concernant notre pays, cette déclaration vient renforcer les efforts en cours en vue de la restitution et du rapatriement des restes humains des Congolais conservés depuis l'époque coloniale, notamment au Muséum de l'Institut royal de sciences naturelles de Bruxelles, à l'Université de Genève en Suisse, où ces squelettes Mbouti ont été identifiés, et aux USA, où les restes d'Ota Benga, pygmées d'origine congolaise, exposés aux eaux de New York au début du XXe siècle, en font des cas emblématiques. La problématique de la restitution de ces dépouilles humaines dépasse les seuls cadres scientifiques ou patrimoniaux. Elle s'inscrit dans un impératif éthique fondamental basé sur le respect de la dignité humaine. Les dépouilles humaines ne peuvent donc être assimilées à des simples objets de collection. Dans cette perspective globale, la RDC a le devoir mémorial d'engager dans un esprit de responsabilité historique, de respect mutuel et de coopération entre États un dialogue constructif avec des autorités compétentes des pays concernés en vue du retour progressif de ces dépouilles humaines vers leur terre d'origine, d'où la nécessité des actions engagées quant à ceux. La présence de celles-ci dans des musées et laboratoires est une anomalie historique qui ne peut demeurer dans les domaines de l'oubli collectif, a conclu la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Au troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions, les membres du Conseil ont approuvé le relevé des décisions prises lors de la troisième réunion extraordinaire du Conseil des ministres du mercredi 15 avril 2026. Au quatrième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 2 dossiers ont été soumis à l'examen du Conseil. Le premier, relevant du secteur de la pêche et de l'élevage, où les ministres ont présenté pour examen et approbation les dossiers relatifs à la problématique de la mise en service des bateaux de pêche commandés par le gouvernement, en exécution de son programme d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Notre gouvernement avait passé des commandes des bateaux de pêche en Espagne et en Égypte. Les 2 commandes portent sur les mêmes catégories des bateaux. En ce qui concerne la commande passée en Égypte, les bateaux de pêche, soit 3 bateaux de 27 mètres et des 5 bateaux de 8 mètres, avaient déjà atteint le territoire national. En prévision de leur mise en service,
le ministère de la Pêche et l'Élevage avait fait appel à 3 sociétés en vue de s'assurer de leur capacité de navigation maritime et de la rentabilité économique. De ces 3 sociétés, seule la société Mercure Logistique avait répondu et accepté de réaliser une expertise au terme de laquelle elle s'est prononcée sur la catégorie de ces bateaux, à savoir des seineurs qui ne pêchent que des pélagiques jusqu'à la profondeur de 200 mètres, contrairement aux chalutiers qui exploitent les ressources halieutiques jusqu'à 500 mètres de profondeur. Les ministres de la Pêche et l'Élevage a de ces faits présenté au Conseil les détails préalables à la mise en service de 10 bateaux. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a adopté ces dossiers. Dossiers relevant du secteur de la politique de la ville. La ministre est déléguée près de la ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Affaires humanitaires, chargée des personnes vivant avec handicap, a, au nom de la ministre déléguée, près de l'urbanisme et habitat en charge de la politique de la ville, présenté au Conseil le dossier afférent à la tenue en République démocratique du Congo de la conférence des maires des villes d'Afrique centrale en 2027. Elle a rappelé que dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de modernisation des villes, notre gouvernement réaffirme sa volonté de promouvoir un développement urbain structuré, inclusif, résilient et durable en dotant les entités urbaines d'infrastructures modernes adaptées aux exigences de gouvernance contemporaine. En perspective de l'organisation de la prochaine conférence des maires d'Afrique centrale, événement d'envergure régionale réunissant les décideurs urbains, les partenaires au développement ainsi que les acteurs de la gouvernance locale, la ville de N'Djamena a été choisie pour abriter ces assises. Cependant, cette ville fait face à un déficit en infrastructures administratives modernes. L'absence d'un bâtiment institutionnel approprié pour la mairie constitue une contrainte majeure au bon fonctionnement des services municipaux, limitant ainsi leur efficacité, leur visibilité et leur capacité d'action. Pour recevoir ces assises, N'Djamena se doit de renforcer ses capacités d'accueil. Partant, la construction d'un bâtiment administratif moderne pour la mairie apparaît comme une nécessité fonctionnelle et un impératif stratégique permettant d'inscrire durablement la ville dans une dynamique de modernisation, de rayonnement régional et de compétitivité territoriale. Après débat et délibération, le Conseil de ministres a aussi adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte, au nom du ministre d'État, ministre de la Justice en mission, les ministres d'État, ministres de la Formation professionnelle, a soumis au Conseil pour examen et adoption le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 mai 2026. Après débat et délibération, ces projets de loi a été aussi adopté. Commencé à 15h22, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 19h07. Je vous remercie.